Le grondement du dimanche, partie 1. Chaque dimanche, à exactement 3h17 du matin, le village entier semble retenir son souffle. Il n'y a pas de vent, pas de pluie, pas même le cri d'un hibou pour briser le silence. Et puis, cela commence. Un frémissement presque imperceptible, comme si la terre elle-même se mettait à vibrer. Un son grave, régulier, s'élève de nulle part, résonnant à travers les murs, glissant sous les portes fermées. C'est le bruit d'un train en marche, un train que plus personne ne devrait entendre ici. La vieille ligne de chemin de fer qui traversait jadis la région a disparu depuis plus d'un demi-siècle. Les rails ont été arrachés, le ballast recouvert par les herbes folles et les buissons épineux. Les gares sont devenues des carcasses de briques envahies de mousse et de ronces. Il n'y a plus rien qui puisse justifier ce grondement métallique. Et pourtant, chaque dimanche, à la même minute exacte, il revient. D'abord lointain, comme un souvenir auditif, presque doux, puis plus proche, plus lourd, plus oppressant, jusqu'à donner l'impression qu'une locomotive invisible fend la nuit en traversant le cœur du village. Certains habitants prétendent qu'en regardant vers l'ancien tracé de la voie, on peut apercevoir, entre les nappes de brume, des formes lumineuses. Des wagons parfaitement alignés, glissant sans bruit de frottement comme portés par une force surnaturelle. Leurs fenêtres dégagent une lumière pâle, presque jaunâtre, qui ne semble pas appartenir à ce monde. Et derrière ces vitres, on distingue des silhouettes sombres, immobiles, tournées vers l'extérieur. Aucune ne bouge, mais toutes paraissent observer d'un regard invisible ceux qui osent les fixer. Puis, soudain, le bruit se tait, comme si tout s'effaçait d'un coup. Le sol cesse de vibrer, la brume se disperse et la route redevient déserte. Il ne reste rien, si ce n'est une sensation froide dans l'air et l'impression d'avoir été vu, évalué, puis ignoré. Les anciens du village disent que le train passe toujours pour une raison, mais personne ne sait encore si c'est pour annoncer quelque chose ou pour venir chercher quelqu'un. Partie 2. Celui qui a attendu. Il y a plusieurs années, un habitant du village, dont le nom s'est effacé avec le temps, a décidé de ne plus se contenter d'écouter le grondement. Chaque dimanche, à 3h17, il s'asseyait près de sa fenêtre, l'oreille tendue, observant la nuit. Pendant des mois, il ne vit rien d'autre qu'un brouillard épais et cette lumière blafarde que les lampadaires projetaient sur la route. Puis, une nuit d'hiver, alors que la neige recouvrait la terre gelée, le grondement sembla différent, plus lourd, plus proche dès les premières secondes, comme si la machine invisible avançait avec impatience. L'homme sortit de chez lui et se posta sur l'ancien tracé de la voie ferrée. Là où les rails avaient été arrachés depuis des décennies, la brume était si dense qu'il ne voyait pas ses propres mains. Pourtant, il sentait sous ses pieds le sol trembler, comme parcouru par un souffle mécanique. Une lumière émergea lentement de l'obscurité. Ce n'était pas l'éclat violent d'un phare moderne, mais la clarté chaude et poussiéreuse d'un autre temps, comme celle d'ampoules anciennes. Les formes des wagons apparurent alors, immenses, imposantes, glissant sans effort dans l'air. Aucun bruit de métal, aucun crissement de frein. Seulement ce grondement profond, semblable à un cœur qui bat. Derrière les vitres jaunies, des silhouettes se tenaient droites. Elles semblaient alignées, presque identiques dans leur posture figée. Certaines avaient la tête tournée vers l'avant, d'autres semblaient fixer directement l'homme qui les observait. Et même si la distance les séparait, il sentit un frisson glacial parcourir sa nuque, comme si leur regard perçait la brume pour le toucher. Le train passa devant lui pendant de longues secondes. Mais alors qu'il s'attendait à le voir disparaître dans la nuit, il comprit que les wagons ralentissaient. Le dernier s'arrêta juste à sa hauteur. La lumière à l'intérieur s'éteignit, le grondement cessa, et il n'y eut plus rien. Le lendemain matin, sa maison était vide.
Sur la neige, on retrouva ces empreintes menant vers l'ancienne voie ferrée, mais aucune ne revenait. Depuis cette nuit-là, certains disent que, si l'on regarde attentivement dans les vitres du train, on aperçoit une nouvelle silhouette, figée parmi les autres. Partie 3. La ligne des disparus. Bien avant que les rails soient arrachés et que la nature reprenne ses droits, la ligne de chemin de fer reliant la petite gare du village aux grandes villes voisines avait mauvaise réputation. On racontait que, certains soirs, le train de nuit arrivait avec plusieurs minutes d'avance et repartait avec un nombre de passagers différent de celui annoncé. Il y a plus de 70 ans, un hiver particulièrement rigoureux frappa la région. Les tempêtes de neige isolaient le village et le seul lien avec l'extérieur était ce train. Le 12 janvier, il entra en gare à l'heure exacte, mais aucune voix ne s'éleva, aucun mouvement ne se fit derrière les vitres embuées. Les rares employés présents affirmèrent qu'ils n'avaient vu ni conducteur, ni mécanicien, ni contrôleur descendre. Les portes restèrent closes, et lorsque l'horloge sonna, la locomotive repartit, glissant sur les rails, comme poussée par un souffle invisible. Ce fut la dernière fois que le train fut aperçu en plein jour. La nuit suivante, 12 personnes disparurent du village. Parmi elles, des enfants, un vieil horloger et même le maire. Aucune trace de lutte, aucun bruit n'avait été entendu. Les lits étaient défaits, les repas encore chauds sur certaines tables. Seules leurs empreintes dans la neige menaient vers la voie ferrée, avant de s'interrompre brutalement. La semaine suivante, à 3h17 du matin, un grondement résonna à travers le village. Certains, réveillés par la curiosité ou la peur, jurèrent avoir vu passer, à travers la brume, le même train que celui du 12 janvier. Et derrière les vitres, 12 nouvelles silhouettes figées, comme gravées dans l'ombre. Depuis ce jour, on dit que le train revient chaque dimanche pour compléter sa cargaison. Personne ne sait où il emmène ses passagers, mais tous savent que s'il s'arrête, il ne repart jamais seul. Partie 4. Les preuves interdites. Des décennies après les premières disparitions, l'histoire du train fantôme circulait encore, mais n'était plus qu'une rumeur pour les jeunes et une ombre lourde pour les anciens. Un jour, un homme venu de la ville, passionné par les phénomènes inexpliqués, arriva au village. Il portait du matériel moderne, caméra à vision nocturne, microphone sensible, détecteur de mouvement. Son but était simple, enregistrer le passage du train pour enfin prouver son existence. La veille d'un dimanche, il installa ses appareils le long de l'ancien tracé, là où la brume semblait toujours la plus dense. Les habitants le regardaient avec un mélange de méfiance et de pitié, mais personne ne tenta de l'arrêter. On dit qu'un vieil homme lui glissa seulement « Il n'y a pas de film que tu voudras revoir ». À 3h17 précises, les détecteurs s'activèrent. Un grondement sourd monta du sol, amplifié par les microphones jusqu'à devenir presque insupportable. La caméra montra alors, à travers l'écran de contrôle, une lumière qui grandissait rapidement. Et comme le racontaient les légendes, les wagons apparurent, glissant sur un sol dépourvu de rails, parfaitement alignés, éclairés par une lumière jaune poussiéreuse. Sur les images, les silhouettes derrière les vitres semblaient plus nettes que dans les récits. On distinguait des visages flous, déformés comme s'ils étaient figés dans une eau trouble. Tous semblaient tourner la tête, non pas vers le village, mais vers la caméra elle-même. Le dernier wagon approcha. Sur l'écran, un mouvement interne rompit la fixité des ombres. L'une d'elles leva lentement la main et montra quelque chose derrière l'opérateur. Aucun bruit ne fut enregistré à ce moment,
seulement un grésillement électrique qui effaça les dernières secondes de la bande. Au matin, on retrouva le matériel intact, posé en bordure du chemin. Mais l'homme, lui, avait disparu. Lorsque les habitants visionnèrent les enregistrements, ils découvrirent que, sur les images du dernier wagon, une silhouette supplémentaire était apparue, vêtue exactement comme le chercheur. Partie 5. Quand le rythme se brise. Pendant plus d'un demi-siècle, le grondement n'était entendu qu'une fois par semaine, chaque dimanche à 3h17 précises. Cette régularité était presque rassurante. Tant que le train ne passait qu'à 7h et ce jour précis, les habitants savaient comment l'éviter. Ils se barricadaient chez eux, fermaient les volets et attendaient le silence du matin. Mais un été, tout changea. La première alerte survint un jeudi. À 3h17, le même grondement monta des entrailles de la terre, réveillant le village bien avant le dimanche attendu. Ceux qui osèrent regarder virent la brume se former là où il n'y avait la veille encore qu'un chemin sec et dégagé. Le train passa, plus lentement que d'habitude, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. 2 jours plus tard, il revint, puis encore la nuit suivante. À chaque apparition, le nombre de silhouettes derrière les vitres semblait augmenter. Elles étaient plus proches des fenêtres, plus distinctes, comme si elles se pressaient pour voir à travers la brume. L'air du village changea. Les nuits devinrent plus lourdes, saturées d'une odeur de métal et de poussière. Même lorsque le train n'était pas là, certains juraient entendre, au loin, un écho métallique, ou le sifflement étouffé d'un frein invisible. La peur s'installa comme un brouillard permanent. Personne ne quittait plus sa maison après minuit. Les enfants ne jouaient plus dehors. Et les anciens murmuraient que, si le train revenait aussi souvent, c'était parce que sa destination finale approchait et qu'un jour, il ne repartirait pas. Partie 6. Le dernier arrêt. La nuit où tout se termina, le ciel était d'un noir absolu, sans lune ni étoile. Le village semblait englouti dans un silence lourd, comme si le monde entier retenait son souffle. Puis, à 3h17 précises, le grondement retentit, mais cette fois, il n'arriva pas par vagues lointaines, il explosa violent et proche, comme si le train avait jailli du néant juste aux portes du village. La brume inondait les rues, si épaisse qu'on ne distinguait plus les façades des maisons. Les lumières des wagons se dessinèrent, plus vives que jamais, projetant des ombres déformées sur les murs. Le train avançait lentement jusqu'à s'immobiliser au centre exact du village. Jamais il ne s'était arrêté là auparavant. Les silhouettes derrière les vitres étaient innombrables. Elles se tenaient si près du verre que leurs traits flous semblaient presque palpables. Puis, dans un mouvement parfait, elles tournèrent toutes la tête vers le même point, les portes du train qui s'ouvrirent dans un souffle glacé. Aucun son, aucun appel. Pourtant, dans l'épaisseur du brouillard, les habitants sentirent une force invisible les tirer vers l'extérieur. Les volets claquèrent, les serrures cédèrent, et les portes des maisons s'ouvrirent d'elles-mêmes. Des pas résonnèrent sur les pavés, lents, nombreux, et les silhouettes commencèrent à descendre des wagons. Personne ne sait combien de temps dura cette nuit. Lorsqu'au matin le soleil perça enfin la brume, il ne restait plus que des maisons vides, des rues désertes et, au centre, l'empreinte humide des roues d'un train qui n'existait plus depuis 50 ans. Depuis ce jour, le village n'existe plus que sur les cartes anciennes, et parfois, dans les campagnes environnantes, on raconte qu'à 3h17, le grondement revient, mais cette fois, il cherche de nouvelles gares à s'arrêter.